L'ONU peut aider les pays du Sahel à lutter contre le terrorisme, selon le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, lors d'un entretien accordé à ONU Info à New York. Valorisation de la fonction enseignante, un défi de taille pour un système éducatif performant. Épisode 2 de la série de la semaine consacrée aux États généraux de l'éducation. CAN Côte d'Ivoire 2024, nous ferons le récap de la première journée de fortunes diverses pour les cadres de la compétition. Vous êtes nombreux à nous suivre un peu partout dans le monde. Merci de votre constante fidélité. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Dans un entretien accordé à ONU Info à New York pour faire le point de la situation dans la région devant le Conseil de sécurité, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel estime que l'ONU peut aider les pays du Sahel à combattre le terrorisme. Paul Yapinguessan. Devant le Conseil de l'ONU, Leonardo Santos Simao a fait le point des relations de l'ONU avec le Mali après l'achèvement du mandat de la MINUSMA le 31 décembre 2023. Nous sommes encore en discussion avec le gouvernement malien parce qu'il faut respecter les choix du gouvernement malien. Comme membre des Nations Unies, le Mali a des obligations politiques aussi, les questions des droits humains, les questions des femmes, les questions de jeunesse. Il y a pas mal de résolutions approuvées pour les Nations Unies qui sont applicables aussi au Mali. Donc nous sommes en processus de discuter avec le gouvernement comment aider les pays à mettre en exécution toutes ces résolutions. Donc on peut dire que c'est un work in progress. Pour le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, surmonter le défi du terrorisme doit être la priorité des pays de la région du Sahel si l'on veut y améliorer la situation humanitaire et répondre aux souffrances des populations. Il faut donc changer cette situation, particulièrement à ce qui concerne des femmes et des enfants. Mais la solution pour les questions humanitaires, c'est la lutte contre le terrorisme. C'est pour cette raison que nous avons partagé avec le Conseil que, à notre avis, la principale priorité pour la région, c'est le combat contre le terrorisme. Et parce que le terrorisme, c'est la cause principale de toutes ces souffrances des populations de la région. Quant aux pays qui connaissent des transitions politiques comme le Burkina Faso, le Niger et la Guinée, il soutient que le problème est lié à un manque de dialogue ou l'interruption du dialogue entre chacun de ces pays et la CEDEAO. Le Mozambicain a ajouté que le sommet de la CEDEAO de décembre dernier, à l'issue duquel a été prise la décision de reprendre le dialogue avec chacun de ces pays, aidera à améliorer l'ambiance politique, pas seulement dans les pays, mais aussi entre ces pays et la CEDEAO. Avant de conclure que la reprise du dialogue va trouver des solutions pratiques dans la perspective de la reprise de l'ordre constitutionnel dans ces pays respectifs. L'édition 2024 de la revue du portefeuille de la Banque mondiale au Mali se tient du 18 au 19 janvier à Bamako. Objectif, améliorer la performance des projets afin d'atteindre de meilleurs résultats en matière de réduction de la pauvreté. Djeneba Samagi. La revue de la performance du portefeuille de la Banque mondiale au Mali se veut une plateforme d'échange avec l'ensemble des parties prenantes autour des sujets importants. Elle consiste à faire un diagnostic de l'état d'avancement des projets et programmes du portefeuille actif de la Banque mondiale, identifier les problèmes qui entravent la bonne exécution de ces programmes en vue de reformuler des recommandations pour la résolution des problèmes et apporter des solutions. L'objectif ultime visé d'un tel exercice est d'accroître significativement la capacité d'absorption du pays des ressources financières mises à sa disposition par la banque, en vue d'accélérer et de respecter les délais initiaux de réalisation des résultats nous permettant d'atteindre les objectifs de développement durable assignés à nos projets et contribuer à créer de la richesse et à lutter efficacement contre la pauvreté. Le portefeuille de la Banque mondiale au Mali comprend actuellement 14 opérations nationales pour un montant total de 1,26 milliard de dollars et 10 projets régionaux pour un engagement total de 188 milliards de francs CFA. Les principaux secteurs couverts sont l'énergie à 27,5% de la portefeuille, l'agriculture 23,7% et l'eau. L'assainissement et la gestion des déchets
on a à peu près 11,7% de totalité du portefeuille. C'est un portefeuille qui s'est élargi au cours des dernières années en vue d'adresser les nombreux défis auxquels le pays doit faire face. Selon la Banque mondiale, le Mali a été très performant en termes de décaissement sur l'exercice fiscal 2022-2023, où le pays a décaissé 37% des ressources engagées. Toutefois, pour l'exercice en cours, des préoccupations se font sentir. Pour cet exercice fiscal qui a débuté au 1er juillet, nous avons quelques inquiétudes. Parce qu'à mi-parcours au mois de décembre, nous avons un taux de décaissement de 9,6% seulement. Donc nous espérons qu'au terme de nos travaux, on aura identifié les actions qui nous permettraient d'accélérer et d'améliorer la mise en œuvre de nos opérations et pour pouvoir offrir de meilleurs services aux populations. À l'issue de ces 2 jours de travaux, un plan d'action de mise en œuvre des recommandations sera produit, susceptible d'améliorer la qualité et la performance du portefeuille des projets de la Banque mondiale au Mali. Si l'avenir d'un pays repose sur les épaules des enseignants, dit-on, la valorisation de la fonction enseignante doit être de mise pour un système éducatif performant. On en parle dans l'épisode 2 de notre série de la semaine, inspirée des États généraux de l'éducation. Smaïla Fani. Porté par l'ambition de sortir l'école malienne de l'impasse, les États généraux sur la refondation du système éducatif visent à ériger un nouveau socle éducatif solide, capable de répondre aux besoins spécifiques de chaque élève et à hisser le pays vers des horizons éducatifs plus prometteurs. Ainsi, pour y parvenir, la question enseignante demeure un défi de taille. Le métier d'enseignant est un métier noble, mais difficile. C'est un métier qui se construit, qui s'apprend, c'est un métier qu'on doit valoriser. Valoriser non seulement la formation, une bonne formation, un niveau de recrutement suffisamment élevé, aussi une reconnaissance de la population envers le travail que ces enseignants font. Je pense qu'il faut revoir les écoles de formation des enseignants. Ce que nous avons sur du fondamental, par exemple, il faut les encadrer de manière mieux encadrée. Qui parle de l'enseignement de bonne qualité, parle des enseignants de qualité. Donc il ne faudrait pas que les enseignants soient recrutés comme ça, tel que je prends l'exemple sur les écoles privées. Il y a certaines écoles privées, on recrute les enseignants comme ça, les enseignants les recalés du DF, du bac, sans pourtant qu'ils quittent des écoles spécialisées. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on mette l'accent sur ce truc-là, que le gouvernement fasse extrêmement pression sur les promoteurs d'écoles privées pour le recrutement des enseignements de bonne qualité. Unanimement, la formation d'un capital humain solide et compétent est sans cesse une nécessité, mais aussi et surtout un pilier pour cette réforme en cours qui vise à valoriser le savoir et qui doit par la même occasion rendre à l'enseignant ses lettres de noblesse comme l'estiment certains. Il faut donner à l'enseignant ce qu'il mérite, le respect dans la société. Ensuite, il faut rendre la fonction attrayante par des mesures incitatives qui va pousser les autres à venir dans l'enseignement. Puisque nous avons remarqué qu'aujourd'hui, pratiquement tout le monde fuit l'enseignement. Et dans les autres corps, on voit que les gens s'orientent vers les autres corps, mais nous, on ne reçoit personne dans notre corps. Au contraire, il y a certains parmi nous, malheureusement, qui quittent les corps. Donc il faut des mesures incitatives pour rendre la fonction attrayante et incitative. Il faut investir dans les enseignants, il faut investir dans la formation des enseignants pour que ce soit des enseignants de qualité qui puissent dispenser des cours vraiment à hauteur de souhait et que les élèves aussi se trouvent dans un cadre de vie, dans un cadre d'études qui est très agréable, c'est-à-dire que les salles de classe soient bien aménagées. Nous pensons que c'est les 2 réformes majeures qui sont très importantes aujourd'hui dans le système. Au regard des différentes réformes précédentes ayant fini pour la plupart en queue de poisson, de nombreux acteurs estiment que celle en cours, qui suscite beaucoup d'enthousiasme et d'espoir, sera strictement appliquée sans ambiguïté. Direction la Côte d'Ivoire. Alors que la 2e journée de la phase de poule a débuté ce jeudi 18 janvier, nous faisons le point de la première avec des fortunes diverses pour les Cadors. Assetoumani Koulibaly. La 2e journée des phases de groupe de la CAN a débuté ce jeudi.
Mais depuis samedi, démarrage de la compétition, toutes les sélections ont joué leur première rencontre. Fortune diverse pour les Cadors. Si la Côte d'Ivoire s'est imposée 2-0 face à la Guinée-Bissau, les Super Eagles du Nigeria, amenés par le Ballon d'Or africain Victor Osimhen, n'a pu faire mieux qu'un résultat nul 1-1 face à la Guinée équatoriale. L'Égypte, 7 fois vainqueur de la compétition, a été sauvée par un pénalty à la dernière minute de Mohamed Salah qui a permis aux Pharaons d'arracher le nul 2-2 face au Mozambique. Dans le même groupe, le Ghana s'est fait surprendre 2-1 par le Cap-Vert. Ghanéens et Égyptiens s'affrontent ce soir à 20h dans le choc de ce groupe qui s'apparente déjà à une finale. La Tunisie a été surprise par la Namibie 1-0. L'Algérie, championne d'Afrique 2019, a elle aussi concédé un nul 1-1 contre l'Angola. Toutefois, le Sénégal, champion d'Afrique en titre, a tenu son rang. Les Lions de la Teranga se sont facilement imposés 3-0 face à 10 Gambiens. Même score pour le Maroc, première nation africaine à atteindre une demi-finale de Coupe du Monde qui a battu la Tanzanie hier mercredi. Le Mali a battu 2-0 l'Afrique du Sud pour son entrée en lice dans la compétition mardi grâce à des buts du capitaine Amari Traoré et de Lassine Sinayoko. Les matchs Cameroun-Guinée et RDC-Zambie se sont soldés sur un résultat nul, 1-1 à chaque fois. Le Burkina Faso s'est imposé dans les dernières minutes 1-0 contre la Mauritanie. Et nous avons les premiers résultats de la deuxième journée. La Côte d'Ivoire, pays hôte, s'est inclinée face au Nigeria 1-0. Le but a été inscrit à la 55e minute sur pénalty par William Trost et Kong. Plus tôt dans la journée, la Guinée équatoriale a disposé de la Guinée-Bissau 4-2. Dans un match très spectaculaire, l'attaquant Emilio Nsue a inscrit un triplé lors de cette rencontre. Au classement, la Guinée équatoriale occupe la tête avec 4 points, suivi du Nigeria, 4 points également. Les éléphants sont troisième avec 3 points et les Bissau-Guinéens referment avec 0 points. Hors du continent, en réaction aux frappes iraniennes de mardi dernier sur son territoire, le Pakistan a procédé ce jeudi matin à des frappes de précision dans le sud-est de l'Iran, faisant 9 morts. Aïssata Maïga. 2 jours après une attaque iranienne sur le quartier général du groupe Jaish al-Adal, armée de la justice en arabe au Pakistan, qualifiée de terroriste par Téhéran. Cette attaque jugée inacceptable et injustifiée par les autorités pakistanaises avait causé la mort de 2 enfants. En réponse à cette opération menée mardi dernier sur son territoire, le Pakistan a procédé ce jeudi 18 janvier à une série de frappes de précision dans la province du Sistan-Baloutchistan, située au sud-est de l'Iran, faisant au moins 9 morts, dont 4 enfants et 3 femmes, tous de nationalité non iranienne selon le vice-gouverneur de la dite province, Alirza Marhamati. Le seul objectif de l'attaque d'aujourd'hui était d'œuvrer à la sécurité du Pakistan ainsi qu'à l'intérêt national, a noté le ministère des Affaires étrangères pakistanais. Cependant, le Pakistan, qui s'apprête à tenir des élections générales le 8 février, a rappelé son ambassadeur en Iran et a décidé d'empêcher le retour de l'ambassadeur iranien qui est actuellement dans son pays. Pour l'heure, le chargé d'affaires pakistanais a été convoqué pour donner des explications, a indiqué Nasser Kanani, le porte-parole de la diplomatie iranienne. A noter que l'Iran et le Pakistan s'accusent fréquemment de permettre à des groupes rebelles d'opérer à partir de leurs territoires respectifs pour lancer des attaques. Mais il est rare que les forces de l'un ou l'autre de ces pays soient impliquées. Jaish al-Adal, formé en 2012, a mené plusieurs attaques ces dernières années sur le sol iranien. Le groupe est considéré par les États-Unis comme une organisation terroriste. Pour rappel, le Pakistan dispose d'un arsenal nucléaire et l'Iran a de son côté un programme nucléaire. Point final à ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme continue sur la télévision qui vous allume. Bonsoir à tous.